Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dikankuru. C'était un fait dramatique qui s'est produit le dimanche 10 juillet 2022 à Togba, une localité dans la commune d'Abomey-Calavi. Une femme tue son mari et va se confier à la police. Selon la déclaration faite par la présumée, l'époux l'aurait plusieurs fois menacé de l'abandonner après des différends conjugaux. Après son forfait, elle est allée se présenter au commissariat pour expliquer les faits. À l'issue de sa présentation au procureur près le tribunal d'Abomey-Calavi, le jeudi 14 juillet 2022, la femme qui a tué son mari à coups de hache a été mise sous mandat de dépôt. Après une nouvelle comparution, elle a été condamnée à 8 ans de prison. Que peut-on retenir de cette condamnation et pourquoi le dossier a été rapidement vidé? On en parle avec le juriste. Il n'est plus à présenter sur les plateaux de Dabarou TV. Lui, c'est le docteur Abdelaziz Bonizime, confortablement installé sur nos plateaux. Docteur, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Au Bénin, la femme qui a assassiné son mari à Abomey-Calavi a été déposée en prison le jeudi 14 juillet 2022 après sa deuxième comparution face au procureur. D'abord, docteur, dites-nous, que peut-on comprendre juridiquement de cet acte commis par cette femme? D'abord, je tiens à vous remercier et je ne vais pas rapidement répondre à votre question. Il y a quelques phrases que je vais prononcer et qui taraudent les esprits. Et je me demande si les femmes sont-elles désormais, et si les femmes massacrent-elles désormais les hommes dans une différence totale des féministes? C'est une question. Les femmes ayant tué leur mari sont-elles plus défendues que les hommes ayant fait l'objet de soupçons de violence sexuelle ou conjugale? C'est aussi une question. Existe-t-il un courant de silence pour les victimes et pour les victimes masculines des violences féminines? Les femmes contemporaines en quête d'égalité sont-elles devenues de nouvelles Amazones de la terreur dans leur foyer? C'est une question. Pourquoi ce tabou autour des violences conjugales féminines? Maintenant, revenons à présent juridiquement de la condamnation. Voilà. D'abord, l'acte commis par cette jeune dame. Et il faut dire juridiquement que la décision qui a été rendue, c'est ça qui me préoccupe moi. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui, parce que beaucoup se posent la question de savoir. Et on a vu de pareils cas, de cas précédents où d'autres femmes ou d'autres hommes ont ôté la vie de leurs conjoints ou conjointes, voilà, et qu'ils vont passer des mois ou des années derrière les barreaux avant que la décision ne soit rendue. Bon. Et dans ce cas, lorsqu'il y a un acte a été commis, soit le procureur est saisi, soit il s'est surtout saisi du dossier pour qualifier les faits. Donc, lorsque le procureur s'est surtout saisi du dossier ou saisi du dossier, la première des choses qu'il a fait, le procureur qualifie les faits. Il essaie de qualifier les faits en tant que la première autorité du paquet, essaie de qualifier les faits. Bon, jusque-là, il n'a pas encore fini. Au fini de qualifier les faits, il doit faire recours au code pénal. Donc, pour voir ce qu'il en est. Donc, ensuite de ça, il doit parler de la procédure, ce qu'il faut faire. C'est une différence. Il y a une différence entre le code pénal et le code de procédure pénale. Donc, code pénal, c'est la qualification des faits. Code de procédure pénale, c'est ce qu'il faut faire en ce moment. Donc, si le procureur juge que les faits constitués sont une infraction
ou un crime. Un crime, donc, il fait ce qu'on appelle réquisitoire. Il fait un acte de réquisitoire. C'est-à-dire, il saisit le juge d'instruction. Le procureur saisit le juge d'instruction. Ce n'est pas par téléphone, non. C'est un acte d'introductif réquisitoire. Il saisit le juge par cet acte. Donc, après avoir saisi le juge d'instruction, lui aussi prend connaissance du dossier et voit ce qu'il faut faire. Il peut aller dans le même sens que le procureur ou non. Chacun joue son rôle. Le procureur peut dire, voilà l'infraction, c'est un crime. Le juge peut dire non, ce n'est pas un crime. Donc ça arrive des fois où, dans certains tribunaux, et le juge d'instruction et même encore le juge de la liberté ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Et donc, le juge d'instruction, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment pour pouvoir qualifier les faits? Et il fait appel au commissaire des unités de police. Donc, c'est eux qui vont l'aider à faire enquête de moralité. Donc, eux, ils vont faire l'enquête, le juge. Après le compte rendu de ces policiers, le juge qualifie maintenant les faits et voit si l'infraction est constituée. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici l'infraction est constituée. Donc, dans ce cas, quand le juge lui voit que l'infraction n'est pas constituée, il va rendre 3 ordonnances. 3 ordonnances. Ce n'est pas qu'il va rendre les 3 ordonnances simultanément, c'est-à-dire soit l'un ou l'autre ou le troisième. Donc, il y a la première ordonnance, l'ordonnance de mise, ou l'ordonnance du renvoi à la chambre correctionnelle. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et il y a l'ordonnance de non-lieu, ou l'ordonnance du renvoi au niveau du juge des libertés et de la détention. Donc, lorsqu'on se retrouve dans le premier cas où le juge d'instruction rend une décision de non-lieu, où il revient au procureur de faire appel, où la partie civile de faire un appel. Donc, si le dossier a été renvoyé, le juge d'instruction a fini son travail, il renvoie le dossier au niveau du juge le juge de la détention et de la liberté. Donc, lui, c'est lui qui est censé de décerner un mandat de dépôt contre le présumé. Ce n'est pas fini. Si le juge d'instruction a fini son travail, le juge de la liberté et de la détention aussi doit faire son travail. C'est-à-dire qu'il doit écouter les 2 parties. Il doit écouter les 2 parties. Voici les faits avérés vrais. Si ce que le procureur a dit et le juge d'instruction aussi est allé dans le même sens que le procureur et le juge d'instruction et le juge de la détention et de la liberté aussi va analyser en écoutant les 2 parties et voir ce qu'il faut faire. Si, il va dans le même sens, il embarque dans le même sens que les 2 premiers, alors il décerne un mandat de dépôt contre le présumé. Et justement, ce qui a été fait à l'encontre de cette dame qui a été mise sous mandat de dépôt et qui a comparu une seconde fois, et là, elle a écopé de 8 ans de prison et suite à son acte qu'elle a commis. D'abord, pourquoi pour vous le dossier a été rapidement vidé et la sentence est de 8 ans? Oui, la sentence, la décision qui a été rendue, il faut dire que après le travail que le procureur a fait, il a vu que la dame a assassiné son mari. Suite à leur enquête, il n'a pas été constaté que l'affaire de co-auteur ou complice. Donc, de ce cas,
on renvoie le dossier au niveau de la chambre correctionnelle. C'est ce qui a été fait. La dame a été condamnée à 8 ans. Nous qui sommes ici, nous n'avons pas pris connaissance du dossier. Tout ce que nous sommes en train d'entendre, c'est sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas le chef poursuite du dossier. Mais ce que dit le droit, c'est ça que je suis en train de vous relater. Certainement, il n'y a pas de co-auteur ni complice de l'affaire. C'est la raison pour laquelle le dossier a été renvoyé au niveau de la chambre correctionnelle et la dame a été condamnée à 8 ans d'emprisonnement ferme. Donc, il revient à ses parents. Oui. Ils ont 2 possibilités. Et devant la chambre correctionnelle, vous avez 15 jours pour interjeter l'appel. Et aussi, les parents ont la possibilité de se constituer de partie civile pour réclamer des dommages et intérêts. Donc, c'est 2 choses. C'est ce que les parents peuvent faire. Je parle des parents de la victime. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ça. D'accord. En un mois, le dossier a été vidé. Pour vous, est-ce qu'il y a eu véritablement une enquête qui a été menée avant que cette décision ne soit rendue publique? Oui, comme je viens de l'expliquer, ils sont des professionnels de droit. Et le procureur a fait son travail et certainement il a envoyé ce qu'il a fait par un acte introductif, réquisitoire, et saisi le juge d'instruction qui a fait aussi son travail vu que lorsqu'il n'y a pas d'auteur et de co-auteur complice, alors il ne sert à rien. On renvoie un dossier au niveau du juge d'instruction parce que l'affaire nécessite d'enquête. Ça peut être un cas d'abus de confiance aggravé où la personne a détourné une grosse somme. Donc, on peut le mettre sous mandat de dépôt pour une nécessité d'enquête. Et vu l'acte qui a été commis, on va chercher à savoir, est-ce que ce monsieur qui a détourné des millions ou qui a posé un acte donné, est-ce qu'il est seul? Donc, c'est en ce moment on envoie le dossier au niveau du juge d'instruction pour la nécessité d'enquête. Voilà. Voilà maintenant, et qu'est-ce que la loi dit dans ce genre de situation et quelle est alors la procédure à suivre? Bon, la procédure à suivre... D'abord, que dit la loi dans ce genre de situation? Donc, c'est ce que la loi dit, je viens en bref vous expliquer, et c'est ce que la loi dit. Ils ont fait leur travail. Si les parents et de la victime ne sont pas d'accord sur le travail des professionnels de droit, ils peuvent interjeter l'appel ou aussi se constituer de partie civile. Bon, dans le délai prévu, ils ont 15 jours. 15 jours pour interjeter l'appel. S'ils ne sont pas d'accord sur la décision qui a été rendue. C'est un acte quand même qui sort de l'ordinaire, qui sort de l'entendement. Une femme qui ôte la vie à son mari, qui assassine son mari. Et culturellement, cet acte commis par cette femme, quel regard vous portez sur cet acte du moment où nous sommes en Afrique, docteur? Oui, il faut dire que ces actes sont devenus de plus en plus récurrents. Et depuis un certain temps où les femmes ont commencé par chanter l'égalité, la parité et consorts des institutions, des ONG par-ci, par-là, et pour faire la promotion des femmes, et ça devient sérieux. Et parce que moralement, ce n'est pas bien. Lorsque vous avez un homme, vous avez une femme, et à qui vous reprochez quelque chose, vous êtes aimé, vous avez fait des années, des mois ensemble avant de décider de se mettre ensemble. Ce n'est pas une chose amusante. Mais que du jour au lendemain, vous levez, ôtez la vie à votre mari ou à votre épouse, moralement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que nous sommes en Afrique. Que ces femmes, aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent célibataires parce que les hommes ont peur. Quand vous allez dans des pays développés, elle dit, tu touches ta femme comme ça, il suffit qu'elle aille porter plainte contre vous. C'est que tu es dans des problèmes. Oui, tu es dans les problèmes. Ils viennent te chercher à la maison. Donc, c'est ce qui, moi je crois que c'est de réduire la croissance de natalité en Afrique que l'Occident est en train d'encourager ces actes.
C'est-à-dire, quand vous voyez les ONG qui exercent, qui ont des projets aujourd'hui dans ce domaine, ont facilement de financement. Donc, c'est le travail des Européens qui se fait, le travail des Occidentaux qui se fait et dans ce domaine-là pour réduire la croissance de natalité en Afrique, pour pouvoir avoir toujours la même mise sur nous en Afrique. Oui. Donc, ce que nos dirigeants n'ont pas encore compris. Voilà. Donc, fait la promotion. Une femme, il y a des choses dans un foyer aujourd'hui qu'une femme ne peut pas faire, mais on parle d'égalité. Moi, je ne comprends pas. Mais, raison pour laquelle nous sommes en Afrique ici, où quand il y a dans certaines familles, où quand la femme revient du marché, elle doit aller s'agenouiller, saluer et faire le point de ce qu'elle a vendu au marché, voilà, à son mari. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. La femme, tu es avec ta propre femme, tu ne connais pas son salaire, ce qu'elle gagne à la fin du mois. Ou elle ne participe même pas. Celle qui chante la parité, elle ne sait même pas ce que tu paies à la fin du mois, comme le loyer. Elle ne sait pas, elle ne participe à rien. Elle se dira que oui, c'est votre devoir. Elle dira que c'est le devoir de l'homme. Quand on parle de la parité, c'est quoi? Que les responsabilités soient collégiales. Mais que l'homme seul assume toutes les responsabilités, que la femme reste derrière là à crier l'égalité, parité, par-ci, par-là. Voilà, au-delà de... Moi, je ne suis pas contre les femmes. Oui. Et après tout, elles sont nos mamans. On doit les respecter, nous les devons de respect. Mais pour vous, c'est la manière dont... Oui, la manière dont elles exploitent, je vais dire, les hommes aujourd'hui. Vous n'avez, même si c'est une copine que vous avez aujourd'hui, donc, mais en parlant avec elle, vous avez peur. Mais vous pouvez finir de parler, elle va porter plainte contre vous et dire que bon, il m'a agressé, il m'a dit. Mais quand on parle de... Et imaginons un instant que c'est une femme qui a été charcutée de cette manière. Vous allez voir toutes les ONG, les institutions, vous allez voir des déclarations. Tout à fait que la présidente de l'Institut national des femmes oui, a sorti, mais ces mots, moi personnellement, je ne suis pas satisfait de ce qu'elle a dit. Elle aurait pu constituer un collège d'avocats pour défendre, la mémoire de ce monsieur qui a été charcuté, voilà, ce qui n'a pas été fait. J'imagine. Si c'était une femme qui a subi ce vous allez voir ce qui allait se passer dans ce pays. Ce monsieur, il voulait condamner. À perpétuité, on pourrait dire même. Comme sa vie. Donc, pour dire que, après tout, nous sommes en Afrique, on doit revoir tout ça. Au-delà de tuer son mari, la femme pourrait quand même passer par d'autres chemins pour trouver un terrain d'entente avec son conjoint. Et après tout, c'est son mari. Mais si vous êtes aimé, vous avez fait... Le mariage, en fait, c'est un projet. Un projet, si vous êtes deux, vous devez avoir les mêmes idées. La même vision. Oui, de voir les choses. Les idées doivent aller dans le même sens. Donc, si vous avez traversé toutes ces étapes avant de se mettre ensemble, ce n'est pas un petit problème où le mari te menace de divorce et tu vas ôter le charcuter. Non, elle aurait pu demander ou inviter à un week-end, appeler son mari et les parents du mari ou les parrains, peut-être, je ne sais pas s'ils sont mariés légalement, appeler les parrains ou les parents de son mari pour discuter des raisons pour lesquelles le mari demande à divorcer avec elle. Donc, voilà un peu ce que moralement, c'est pas bien. Donc, je crois que ce qui s'est passé va attirer l'attention de celles-là qui pensent que régler un problème conjugal, c'est doter la vie à son conjoint n'est pas la bonne voie. Donc, il faut opter pour le dialogue et comprendre les mobiles de l'agissement de votre conjoint. Voilà, vous avez donné des explications de long en large sur cette situation justement, cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive
au niveau de la partie méridionale du Bénin. L'autre sujet sur ce plateau, c'est la mise en liberté provisoire des 30 opposants arrêtés durant la présidentielle d'avril dernier au Bénin. Ils ont bénéficié d'une mise en liberté provisoire et voilà, cette décision de la justice béninoise justement intervient alors que le président français Emmanuel Macron était en visite dans ce pays. Pour vous, cette mise en liberté, c'est une mise en liberté définitive ou que comprendre de cette libération des 30 prisonniers libérés il y a quelques jours? Donc, au prime abord, vous savez, je n'aime pas trop, depuis un bon moment, je n'aime plus aborder les questions politiques, voilà. Parce que ma vie m'est chère, ma liberté m'est chère. Il faut dire que la mise en liberté provisoire, c'est une mise en liberté provisoire. Ils sont sous contrôle judiciaire et une décision n'a pas encore été rendue. Donc, à tout moment, la justice peut les rappeler et pour pouvoir rendre la décision. La nécessité d'enquête. Donc, ce qui a rassuré la justice, les a mis en liberté. Ils sont, après tout, des Béninois, à article 7 alinéa 2 du Code de la nationalité béninoise. Oui, ils sont des Béninois. Oui, c'est ce que l'article dit. Donc, je suis Béninois, article 7 alinéa 2 du Code de la nationalité béninoise. Donc, c'est cette garantie qu'ils ont et qui a quand même rassuré les juges à les mettre en liberté provisoire, que bon, ils sont des Béninois à tout moment et la justice va et peut les demander à ce qu'ils viennent se présenter devant la justice. Mais on a parlé d'une mise en liberté, c'est-à-dire oui qu'ils pourront désormais vaquer à leurs occupations, mais s'ils devront revenir encore, se comparaître pour répondre encore de certains actes, moi je comprends, oui. Oui, c'est la procédure pénale a pour but de déterminer les règles qui régissent la recherche et la constatation des infractions et la culpabilité de ses auteurs. Donc, maintenant, peut-être ils ont formulé une demande de mise en liberté provisoire en attendant le règlement définitif du dossier. Peut-être c'est ce qui a été fait. Je ne saurais le dire. Oui. Mais si c'est ce qui a été fait, supposons que c'est ce qui a été fait, mais ce n'est pas une décision qui a été rendue. Ils ont fourni une certaine garantie au juge en charge du dossier, au juge de la détention et de la liberté provisoire, et qui a été rassuré, qui a été convaincu par les garanties qu'il leur a fournies, et il les met en liberté provisoire. La décision n'est pas rendue. Donc, à tout moment, la justice a demandé qu'ils viennent se comparaître à nouveau pour que la décision soit rendue. Donc, à eux de savoir, bon, je ne suis pas un magistrat, je ne suis pas le juge qui est en charge du dossier. Bon, en tout cas, on attend les jours et les mois à venir pour en savoir plus ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'à l'étape actuelle, ils ne pourront pas quitter le pays pour... Oui, ils peuvent librement quitter le pays, ils peuvent aller où ils veulent, mais ils peuvent être n'importe où. La justice peut demander, a dit les appelés, dit venez comparaître tel jour, ils doivent venir. Mais si vous ne venez pas, au cours de l'audience, vous avez été condamné, vous détenez un mandat d'arrêt contre vous. C'est comme ça. Voilà. Donc, on va aussi remercier. C'est une affaire politique. Oui, politique avant d'en arriver là-bas, et cette libération intervient quand même et au cours de la visite du président Macron au Bénin. Pour vous, est-ce que cela ne cache pas quelque chose, cette libération provisoire de ces prisonniers? Il faut dire que je suis aussi ravi, j'en suis gré de la libération de ces prisonniers politiques, parce que j'ai des proches, des amis parmi eux, avec qui on menait la même lutte ensemble, qui se sont retrouvés brusquement derrière le barreau. Et la visite du président Emmanuel Macron au Bénin, je peux dire oui, parce que tous les pays africains ont un compte rendu à rendre, un compte rendu à faire à ces pays de l'Europe. Donc la présence du président Emmanuel Macron, je peux dire que, vu que certains députés français réclament déjà
et demande au président Emmanuel Macron de pencher sur la situation de la sœur Ikiat Madougou et le doyen et Joël Aïvonche. On peut en un mot retenir que c'est peut-être pour aussi la décrispation. Voilà, la décrispation de la situation politique qui prévaut le pays depuis 2019. Depuis 2019, donc le président est en train de revenir en lui et pour mettre fin à certaines choses, pour qu'on puisse, pour une bonne réconciliation et ensemble on va construire notre pays. Voilà. Pour vous, à vous entendre quand même, c'est que cette libération vous enchante quand même et espérons que dans les jours à venir, les autres qui sont encore dans ce pétrin puissent quand même bénéficier de cette liberté provisoire. Et pour finir, rapidement, votre mot de la fin, docteur? Mon mot de fin, il faut dire que mon souci primordial aujourd'hui, pour que nous puissions aller aux élections, et comme cela se passe, et comme cela se passait avant, dans les années 2016, et avant l'arrivée du président Talon, pour que tout se passe dans la convivialité et dans la joie. Donc ça me fera beaucoup plaisir si le président Patrice Talon peut faire en sorte que l'élection législative de janvier 2023 puisse être inclusive. Et voilà mon mot de fin. À l'endroit de ces femmes, quand même, qui aujourd'hui se croient tout permis au vu des différentes lois qui sont prises en leur faveur. Oui, à l'endroit de nos mamans, je peux dire que elles vont essayer. Si elles ne savent pas faire, elles vont se retrouver célibataires, ce qui n'est pas bien. Donc, nous n'allons pas copier l'Occident jusqu'à son crachat. Donc, qu'elles revoient leur manière de se comporter, leur manière de faire pour qu'on puisse, c'est-à-dire, après tout, on doit faire recours à nos valeurs culturelles. La femme, elle est un poumon de la famille. Donc, elle doit contribuer. Moralement aussi, c'est quelque chose. Mais si elle n'a pas les moyens financiers et moyens moraux, elle en a, elle va contribuer. Mais avoir des problèmes avec son mari, bon, je crois que c'est presque tous les couples ont des problèmes. Maintenant, il va falloir gérer quand même les conflits internes. Et non, quand vous avez des problèmes avec votre mari, et de l'exposer à la place du monde ou de le faire disparaître dans la vie. Donc, ce n'est pas la bonne solution. D'accord. Merci. On l'a compris, le docteur Abdelaziz Bonizime donnait ici, dans son mot de la fin, des conseils à l'endroit de ces femmes pour quand même avoir une discussion franche avec leur conjoint au lieu de leur ôter la vie, au lieu de passer à leur assassinat. Et mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est sur ces mots d'invite du docteur que nous mettons un thème à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Je vais nommer Sabiou Chabi Adamou, Suzanne Yarou, Romaric Fadjibé. Merci également au docteur pour avoir répondu présent à notre invitation sur ce plateau et espérons vivement le retrouver pour les fois à venir pour discuter de d'autres sujets d'actualité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.